Alors, l'association des systèmes primitifs, bien sûr, de l'auto-immunité, paraît paradoxale, étant donné qu'on se demande comment un système immunitaire défaillant peut être actif contre le soi. Et les manifestations auto-immunes dans les DIP, elles représentent donc le premier symptôme dans ce domaine. Et parfois, ce sont des symptômes qui peuvent carrément cacher un décès primitif. Et ce sont des malades qui peuvent être pris en charge dans des services, par exemple, de médecine interne, dans des services d'hématologie, sans jamais poser le diagnostic de DIP. Et les progrès récents ont permis, bien sûr, de découvrir de nouveaux DIP dans lesquels il y a la dysrégulation et l'auto-immunité au premier plan et très peu d'infections. D'ailleurs, c'est à travers donc ces découvertes qu'on a eu beaucoup de progrès concernant l'immunologie fondamentale. Par exemple, la découverte de Treg, c'est à partir bien sûr des malades qui ont un problème de mutation de FOXP3, notamment le IPEX syndrome. C'est à partir donc de cette maladie-là qu'on a fait la découverte de Treg. Et ces découvertes ont permis aussi de mieux comprendre la pathogénie et par conséquent d'avoir une thérapie ciblée dans ce domaine. Alors, concernant les différents mécanismes de l'auto-immunité dans le DIP, il y en a plusieurs, notamment des mécanismes qui touchent le problème donc de lymphocytes, notamment dans les SCID, un problème d'apoptose, un problème d'une rupture de la tolérance périphérique, un problème aussi de l'augmentation de l'interféron alpha, le déficit en complément, et tout ce qui concerne les défauts de fonctionnement de lymphocytes B et bien sûr la production des PCR. Je commence par le premier, qui est le premier de lymphopénie. Et l'exemple ici qu'on donne, c'est dans notamment les SCID avec mutation de gène RAG. Lorsqu'on a des mutations épomorphes de gène RAG devant la persistance d'une activité résiduelle de l'enzyme, on va avoir des lymphocytes T réactifs, autoréactifs. Et ces lymphocytes T-là qui vont infiltrer la peau et donner le symptôme clé du syndrome domaine qui est l'érythrodermie dysformative. Le deuxième mécanisme, c'est l'apoptose. Et ici, c'est surtout le problème de mutation du gène FAS. Et normalement, la communication entre FAS et FAS-ligand va provoquer une activation de caspase 8 et 10 et donner donc une apoptose, ça veut dire la mort programmée des cellules des lymphocytes. En absence, bien sûr, et la mutation de ce gène va être à l'origine d'une prolifération de lymphocytes avec une infiltration du système lymphatique et la splénomégalie et les adénopathies à l'examen clinique et surtout des cytopenies auto-immunes qui s'observent dans ce syndrome qui s'appelle ALPS, auto-immun lymphoprolifération syndrome. L'autre mécanisme, c'est la rupture de la tolérance périphérique, notamment au niveau des thymus. Et ici, je présente, donc, professeur Albako vient de parler de ça, donc ce gène R là qui permet de présenter les antigènes de l'organisme aux lymphocytes T et les lymphocytes T autoréactifs et vont passer vers l'apoptose. Donc la mutation de ce gène va donner des lymphocytes T autoréactifs qui vont être à l'origine de l'auto-immunité, ce qu'on appelle APCED syndrome, c'est l'abréviation d'auto-immune polyendocrinopathie candidiasis ectodermal dysplasia. Donc dans ce déficit immunitaire, il y a beaucoup de polyendocrinopathie auto-immune. Et aussi, il y a aussi des anticorps qui vont attaquer l'interleukine 17 et donner une grosse susceptibilité aux infections à candida. L'autre mécanisme, c'est un problème surtout de la tolérance, plutôt ici, c'est la tolérance centrale à l'uthymus, c'est la tolérance périphérique. À ce niveau-là, il y a la mutation de FOXP3 qui va être à l'origine, bien sûr, de lymphocytes, de la non-sépression qui est provoquée par les Treg. Donc la non-sépression de ces lymphocytes autoréactifs va être à l'origine de l'auto-immunité dans ce syndrome qui s'appelle IPEX syndrome. C'est immunodysréglation polyendocrinopathie et polyendocrinopathie, surtout le diabète, entéropathie exudative, c'est une maladie bien sûr liée à l'X. IPEX syndrome, de rapport avec mutation du gène FOXP3, c'est à partir bien sûr de ces maladies qu'on a découvert la présence de ces lymphocytes Treg. Concernant aussi ce problème de Treg, il y a le récepteur CD25 de l'interleukine 2 qui est très important pour la prolifération et le fonctionnement des Treg. En absence de ce récepteur, le déficit en CD25 va être à l'origine bien sûr de Treg non fonctionnés et par conséquent de l'auto-immunité, et il va donner un tableau similaire aussi à IPEX syndrome. Aussi, dans les Treg, il y a l'RBA. L'RBA, il est très important parce qu'il permet
d'empêcher la dégradation du CTLA4 au niveau des lysosomes. Lorsqu'on a des mutations de gène LRBA et des mutations de CTLA4, on va avoir le non-fonctionnement de ces lymphocytes Treg et bien sûr de l'auto-immunité. Ces malades, ils ont beaucoup de cytopénie auto-immune. Le plus souvent, ces malades qui ont LRBA déficiency au CTLA4, ils ont de cytopénie auto-immune, de la prolifération et aussi une grosse susceptibilité à faire de colite inflammatoire. L'autre mécanisme, c'est une augmentation de l'interféron alpha, et ici, c'est essentiellement dans les lipus monogéniques. Dans les lipus monogéniques, il y a une augmentation donc de la production de l'interféron alpha à l'origine de l'auto-immunité. Le même mécanisme s'observe aussi dans l'auto-immunité qui est observé dans le gain de fonction STAT1 et aussi dans le gain de fonction STAT3. L'autre mécanisme, c'est le déficit en complément. C'est très bien que le déficit en complément, bien sûr, va donner des infections, mais aussi de l'auto-immunité, qui ont un rapport avec le fait que le complément elle intervient dans l'élimination des complexes EMA, et par conséquent, la présence de ce complexe EMA va être à l'origine de l'auto-immunité dans le déficit en complément. C'est essentiellement le déficit en C1Q, c'est presque 90% de l'auto-immunité dans ce déficit en complément, c'est par exemple 70% de l'auto-immunité. Le dernier mécanisme, c'est un problème de défaut de production des lymphocytes B avec des BCR qui sont bien sûr autoréactifs. Et dans ça, on va donner cet exemple du syndrome épérigène avec le déficit en AID, donc le syndrome épérigène, comme vous connaissez, il y a un problème de l'altération de la commutation isotypique. Ils sont des lymphocytes B qui vont avoir surtout IgM, pas d'IgA et pas d'IgG. Donc, dans ce déficit immunitaire, il y a beaucoup d'auto-immunité en rapport avec la présence de lymphocytes B autoréactifs. Le même mécanisme de le déficit immunitaire comme un variable. L'exemple ici que je donne, c'est le déficit en TACI avec mutation de gène TNFRSF13B qui va donner aussi un problème donc, de lymphocytes B avec la formation donc, de anticorps et l'auto-immunité. De façon générale, donc, dans ces déficits immunitaires, parfois on peut avoir l'association des deux mécanismes, c'est-à-dire une altération de l'immunité centrale et de l'immunité périphérique. Alors, après ces mécanismes, alors quels sont maintenant les symptômes cliniques que présentent ces malades? Alors, le premier, bien sûr, la maladie la plus connue, c'est l'APCED, en rapport avec mutation de gène R, c'est essentiellement des polyendocrinopathies. Donc, les deux problèmes qu'ils ont ces malades, c'est hypoparathyroïdie et aussi une insuffisance séronalienne. C'est le plus souvent des malades qui se présentent avec des hypocalcémies et parfois avec une insuffisance séronalienne, comme on peut avoir d'autres auto-immunité, notamment un vitiligo, une atteinte hépatique, et bien sûr la présence des anticorps qui vont attaquer l'interleukine 17 vont être à l'origine d'une grande susceptibilité à faire des infections à candida chez ces malades. Donc, IPEX syndrome, c'est essentiellement l'entéropathie auto-immune. Donc, ce sont des petits nourrissons, c'est une révélation très précoce, avec des petits nourrissons de moins de 3 mois, qui vont se présenter avec une diarrhée chronique en rapport avec cette entéropathie, avec un diabète précoce. Donc, chaque fois qu'on a un diabète précoce, il faut chercher bien sûr IPEX syndrome. L'ALPS, auto-immune lymphoprolifération syndrome, c'est essentiellement des cytokines auto-immunes et des adénopathies et la splénomégalie, mais dans ce déficit immunitaire primitif, il y a aussi d'autres auto-immunités possibles, notamment un Guillain-Barré pour l'arthrite rhumatoïde. CTLA4 déficiency LRBA, c'est essentiellement des cytokines auto-immunes, mais aussi des colites inflammatoires très fréquentes chez ces malades, comme on peut avoir chez ces malades, le GLID, qui est en rapport, le GLID, c'est granulomatose lymphoïde interstitielle langue d'ici, ce sont des maladies granulomateuses inflammatoires qui vont toucher le poumon chez ces malades. De son complément, c'est essentiellement le lipus directement disséminé et gain de fonction STAT3 aussi, on peut avoir beaucoup d'auto-immunité qui peut prendre tous les aspects, même une vie chez ces malades qui est décrite. Le syndrome de Mels, c'est essentiellement l'atteinte cutanée avec cette érythrodermie dyschromatique en rapport avec une infiltration de la peau par ces lymphocytes autoréactifs. Le syndrome IPIGM, c'est essentiellement les cytokines auto-immunes. On a aussi des syndromes IPIGM avec beaucoup d'arthrite rhumatoïde, aussi de colite inflammatoire. Concernant les agammaglobulinémies liées à l'X, c'est-à-dire des enfants qui ont presque les BA0, ils font très peu d'auto-immunité, mais ce n'est pas à 100% pas d'auto-immunité, mais il y a des malades aussi qui ont la maladie de Bretton avec surtout des cytokines auto-immunes. Disputaire comme un variable aussi, c'est l'auto-immunité essentiellement cytokine auto-immune, beaucoup de colites et aussi atteinte pulmonaire. Galmantoseptique aussi, chronique, il faut faire des lupus, même les mamans qui sont victrices, la forme liée à l'X, c'est pour faire le plus souvent des lupus cutanés. Le syndrome du Wiskott-Reich aussi, il y a une thrombopénie surtout en rapport avec la mutation du gène VASP qui donne
c'est un problème de thrombopénie constitutionnelle, mais on peut avoir de l'auto-immunité, surtout des anémies hémolytiques auto-immunes, et le syndrome hyperigé aussi, on peut avoir beaucoup d'auto-immunité, notamment un diabète chez ces malades ou bien des cytopénies auto-immunes. Alors, quelles sont les manifestations les plus fréquentes? Alors, en premier, c'est essentiellement les cytopénies auto-immunes. En deuxième, c'est l'auto-immunité qui touche le poumon. Et le troisième, c'est le problème de colite inflammatoire. Concernant les cytopénies auto-immunes, le plus souvent, c'est le purpura thrombopénique auto-immun qui s'observe chez ces malades qui ont une dysenterie primitive. Mais on peut avoir parfois le syndrome d'Evans, ça veut dire l'association de deux cytopénies. Et parfois, la neutropénie, elle est moins fréquente. Il faut savoir que presque 13% des malades peuvent avoir une anémie hémolytique auto-immune et 50% pour avoir carrément la bicytopénie. Et la particularité de ces malades, c'est qu'on ne cherche pas normalement les anticorps. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on va avoir une hypogamma ou agammaglobulinémie. Et les cytopénies, ils s'observent à la fois dans les dysmétaires qui sont en rapport avec un problème de l'immunité innée ou bien adaptative. Et parfois, comme j'ai dit, que cette auto-immunité, elle peut même révéler la maladie avant d'avoir le dysmétaire, surtout dans le dysmétaire comme un variable, par exemple. Alors, quels sont les éléments qui doivent nous dire qu'il faut penser à un dysmétaire chez ces malades? C'est essentiellement la bicytopénie, par exemple, le syndrome d'Evans, c'est la présence d'une anémie auto-immune qui ne répond pas au traitement, réfractaire au traitement, et c'est aussi une neutropénie après l'âge de 2 ans et une neutropénie qui persiste plus de 24 mois. Parce qu'on sait très bien que les neutropénies auto-immunes, ils sont plus fréquentes, plutôt l'âge de révélation, c'est entre 6 et 24 mois. Lorsqu'on a une neutropénie qui se révèle après l'âge de 24 mois et qui se prolonge plus de 24 mois, il faut penser à la possibilité d'un déficit moteur sous-jacent. Alors, comment on traite ces cytopénies? Donc, il faut savoir que le traitement, il dépend plutôt du type de déficit primitif, parce qu'il y a des problèmes qui touchent le lymphocyte B et des problèmes qui touchent le lymphocyte T. Par exemple, dans le déficit variable, c'est essentiellement la corticothérapie, comme on peut traiter ces malades par rituximab. Ce sont des enfants, des malades de façon générale, qui sont normalement supplémentés en immunoglobuline, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes, parce que le risque de rituximab, c'est bien sûr l'hypogamma. Si on a un déficitaire dans lequel il y a un problème lymphocyté comme l'ALPS, c'est essentiellement la corticothérapie au premier plan, mais il faut viser bien sûr les immunosuppresseurs qui vont viser essentiellement le lymphocyte B et T, notamment le sérolumis, qui est très indiqué chez ces malades. Il faut éviter au maximum la splénectomie qui est à l'origine de beaucoup de décès, en rapport surtout avec bien sûr les infections et les sepsis graves. Et bien sûr, rituximab, c'est un traitement aussi qu'on peut donner chez ces malades sans aucun problème. Il y a aussi ce qu'on appelle les thérapies ciblées, essentiellement de le déficit en Lerbia et le déficit en CTLA4, parce que l'abatacept, c'est vraiment une biothérapie qui va cibler, qui va mimer le CTLA4 et qui peut traiter ces maladies. Concernant les atteintes pulmonaires, c'est essentiellement le déficit comme variable dans lequel on trouve presque 25% des enfants ont des atteintes pulmonaires très fréquentes dans CTLA4 déficiency. C'est essentiellement, comme je viens de dire, le GLID, c'est une granulomatose lymphoïde interstitielle qui touche le poumon, et les conséquences, bien sûr, c'est les infections, mais aussi de l'inflammation et de l'auto-immunité. Et le traitement de ces maladies, de cette atteinte pulmonaire, le GLID, il dépend de la biopsie. C'est pourquoi la biopsie est très importante à faire, parce qu'on peut avoir des problèmes qui touchent le T. Dans ces cas, il faudra un traitement particulier qui permet la déplétion des B, notamment rituximab, associé à l'azathioprine MMF. Si on a un problème de T, c'est essentiellement le cyclosporine et sérolimus. Concernant les atteintes gastro-intestinales, donc c'est Madame Sabahia, donc elle va parler de ça, donc je ne vais pas tarder. Mais presque tous les déficitaires pour donner une colite inflammatoire, il peut s'agir d'une dysentérie, comme il peut s'agir d'une diarrhée liquidienne, et le traitement, bien sûr, ça dépend aussi du déficitaire, et parfois on peut avoir même des thérapies un peu agressives par azatioprine et aussi infliximab, voire même la biothérapie, notamment l'infliximab. Alors, en conclusion, donc, il y a beaucoup de progrès avec l'avènement des EGS qui ont permis de découvrir beaucoup de déficitaires primitifs dans lesquels il y a surtout la dysrégulation et l'auto-immunité au premier plan. Et bien sûr, ces découvertes ont permis de mieux comprendre la pathogénie de ces déficitaires. Mieux comprendre la pathogénie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une thérapie ciblée. Et l'objectif de traitement chez ces malades, c'est traiter l'immunosuppression sans aggraver, bien sûr, le déficitaire primitif qui est dans l'infection. Et merci pour votre attention.